Bonjour Guillaume. Bonjour Nicole. Guillaume, quelle leçon tirez-vous de ce que nous venons de vivre après les attentats ? Je crois que le massacre de Charlie Hebdo, l'état de choc qui s'est produit, accélère d'une certaine manière la mutation historique qui est en cours et qui ouvre une période d'incertitude. Je voudrais revenir sur le mouvement social qui s'était exprimé contre la loi Taubira. Il avait exprimé un profond besoin de repères essentiels dans la société, de repères communs. Je crois que ce qui a été vécu autour des attentats confirme ce besoin de repères, et on a bien vu que pour une bonne partie, la mobilisation populaire qui s'est produite montrait cette aspiration profonde du peuple à trouver ce qui faisait le commun entre nous, ce qui pouvait être partagé, et un besoin de se retrouver. Donc je crois que ça vient confirmer ce besoin profond de cette société postmoderne qui reste en état de faillite de sens et qui ne propose plus aujourd'hui de sens profond. Ça me fait revenir à l'analyse de Houellebecq, parce que il y a eu le choc Charlie est arrivé en même temps que le choc Houellebecq. On était en plein choc Houellebecq, et Houellebecq avait été sur les plateaux de télé, il répondait à beaucoup d'interviews dans la presse, et l'un de ses leitmotifs, ou ce qui était le fond de sa thèse, la thèse de Houellebecq, c'était que justement cette société devient vide de sens, et que la philosophie des Lumières, le sens des Lumières, est mort. Voilà. Alors c'est évident que tout ça, ça a choqué énormément dans les médias, puisqu'ils croyaient justement que les Lumières constituent ce socle commun, et voilà qu'on leur dit que non. Après, quand il y a eu les attentats du 7 janvier, puis la mobilisation du 11 janvier, il y a eu une sorte de retournement. Et beaucoup de commentateurs politiques, beaucoup de journalistes, d'éditorialistes ont en quelque sorte dit que ce qui venait de se produire invalidait la thèse de Houellebecq, puisque Charlie c'est Voltaire et Voltaire c'est les Lumières, donc les Lumières sont toujours là, soutenues par le peuple. Mais est-ce une réalité ou une illusion ? Je crois qu'il y a une sorte de miroir aux alouettes qui s'est projeté comme ça dans l'espace public, et qu'ils se sont rendus assez rapidement compte que c'était bien fragile. Parce que si Charlie Hebdo était le symbole de ce sens commun, on voit bien que ce sens commun ne tient qu'à un fil, en quelque sorte. C'était un peu la démonstration par l'absurde du vide de sens de notre société que d'y associer Charlie Hebdo comme symbole principal. À partir de là, ils s'en sont rendus compte dans les jours qui ont suivi le 11 janvier, et le discours a commencé à se réenraciner dans une idéologie un peu transcendante. Ils sont repartis plus haut, plus en amont, sur le sens des valeurs de la République, de la laïcité, comme une transcendance qui est fondatrice et qui devait refaire le commun. Alors, d'une certaine manière, ils ont répondu à l'idéologie par encore plus d'idéologie et sorte de réenracinement idéologique, alors que la France aurait, je pense, besoin d'un réenracinement dans le réel et dans l'expérience. Alors Guillaume, quel peut être le ciment d'un sens commun dans une société aussi éclatée ? Je dirais que le fait religieux revient en force dans une société qui avait cru à la mort de Dieu. Et Houellebecq, lui, a dit qu'il était difficile de nier ce retour du fait religieux, et a expliqué qu'une société ne tenait pas sans religion. Ça a réhabilité l'idée ancienne selon laquelle une civilisation tenait sur une transcendance partagée. Et c'est là que la métaphysique laïque est devenue un élément de discours très important et significatif de ces dernières semaines. Et je vais prendre quelques exemples de personnes qui se sont exprimées, de personnes importantes. Je vais vous lire Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, qui dit « Il y a une religion suprême, c'est la religion de la République ». Idée confirmée par Ramayad, qui va même encore plus loin. Elle affirme « La République doit redevenir un messianisme, avec ce que le messianisme a de transgressif, de collectif, de discipliné, d'exigeant, de moral ». Donc on voit bien quelle direction est prise ici. Et ces paroles, elles expriment ce qu'est la transcendance ou la mystique républicaine. J'ai lu que Patrice de Plainquette avait commenté ces sorties de Ramayad et Barthelone en disant c'est la définition d'un régime inquiétant. Si Ramayad avait écrit vertueux au lieu de moral, ce serait carrément le retour de l'incorruptible, c'est-à-dire Robespierre. Voilà.
Donc Robespierre revient. Et j'ai lu également sous la plume de René Poujol, qui était assez remonté contre cette ultra-laïcité, la question suivante qui disait « La laïcité exigerait-elle aujourd'hui, pour survivre, la proclamation d'un athéisme d'État et de combat ? Allons-nous vers une réalisation de la prophétie welbeckienne ?» Qu'entendez-vous par prophétie welbeckienne ? Prophétie welbeckienne, si c'est une prophétie, c'est en tout cas une thèse qui est intéressante, c'est de dire que quand il y a un vide de sens, il y a une religion, à un moment ou à un autre, qui va refaire le ciment de la société. Toute la question est de savoir laquelle. Donc, on entre peut-être dans une certaine concurrence de visions religieuses ou mystiques du monde et de la France. Alors allons-nous vers une nouvelle guerre religieuse ? Je pense qu'il y a une possibilité d'entrer dans une guerre religieuse, ou cette guerre de sens, une guerre culturelle, où ces religions vont entrer en concurrence, et où l'ancienne fondation quasi mystique de la religion laïque, elle-même, s'introduit en fait dans cette guerre religieuse, après l'avoir niée, pensant évacuer la religion très loin, en disant nous aussi, on va dire que la religion laïque est la religion commune, la religion suprême, comme dit Bartholone, qui aurait seul droit de citer dans l'espace public, tandis que les autres religions seraient priées de rester sagement confinées à l'espace privé. Donc c'est très intéressant comme évolution des choses. Maintenant, puisqu'on me posait la question s'il y a une guerre religieuse, on ne peut pas considérer que tout ce qui va se passer dans les années qui viennent se résume à cela, parce que la France est confrontée à un ensemble de crises et de fractures qui sont assez importantes, qui sont graves, et ça ne concerne pas simplement cette fracture culturelle et religieuse. Et là, ça se pose aussi la question pour le mouvement social en lui-même, face à ces fractures, comment faire que le mouvement social ne se vive pas d'une certaine manière dans une bulle extérieure aux tensions et aux crises qui traversent notre pays. Et ça me paraît très important. Guillaume, quelles sont les 5 crises auxquelles nous devons réfléchir ? Moi, je vois 5 fractures principales. Il y a la fracture anthropologique, le sens de l'homme. Il y a la fracture familiale et éducative. Il y a la fracture culturelle et identitaire, la fracture politique, et enfin, bien évidemment, la fracture économique et sociale. Et sur les 2 premiers plans, anthropologie d'une part, famille, éducation d'autre part, le mouvement social est assez enraciné sur ces questions et beaucoup moins sur les 3 autres. Donc ces 5 fractures doivent être appréhendées, particulièrement celles qui ne l'ont pas été jusqu'ici par le mouvement social au sens large. Mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur chacune de ces crises ? La fracture anthropologique, comme je disais, c'est le sens de l'homme. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se dit humaniste, par exemple. Donc si vous rassemblez 5 personnes dans une pièce, vous avez toutes les chances que les 5 se définissent comme humanistes. Le problème, c'est qu'il y a autant d'humanisme que d'humanistes, puisque chaque humaniste a sa propre vision de l'homme, et il n'y a plus de vision de l'homme partagée. Donc c'est une difficulté, bien évidemment, puisque la question « qu'est-ce que l'homme ?» est en lien direct avec la question « qu'est-ce qu'une société ?» Ensuite, il y a la fracture familiale et éducative qu'on voit bien. On voit que l'éducation, d'une certaine manière, de plus en plus, est hors de contrôle. Ça s'exprime avec les difficultés qu'ont les familles, et ça s'exprime dans les difficultés aussi à l'école. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui témoignent qu'ils n'arrivent plus à instruire parce qu'il y a un déficit éducatif en amont au niveau des familles. Donc ça, c'est quelque chose qui est criant aujourd'hui. La fracture culturelle et identitaire, on la voit bien, évidemment, à mon avis, sous 2 aspects principaux. D'une part, le besoin pour le peuple profond de retrouver une identité commune qui est en décalage complet avec ce qu'expriment les tenants du nomadisme mondialisé, en quelque sorte, donc principalement le discours médiatique et politique, et ces élites politiques et médiatiques, sur ce plan-là, mènent une certaine guerre culturelle au peuple. D'autre part, bien évidemment,
la fracture culturelle et identitaire avec une partie de la population issue de l'immigration et qui a des difficultés à se retrouver dans une culture commune et qui a des difficultés à pouvoir adhérer à une culture commune, sachant que justement cette culture commune française est elle-même en difficulté d'identité. Donc il est difficile d'agréger à une culture en décomposition, d'une certaine manière. Ensuite, il y a la fracture politique, bien évidemment. Je n'ai pas besoin d'insister très longtemps sur le divorce qu'il y a entre le peuple et ceux qui dirigent et les grands partis. Le niveau de crédibilité des institutions, des partis n'a jamais été aussi faible. Et ça exprime tout simplement une sorte de faillite de la chose publique. Et la cinquième fracture, c'est bien évidemment la fracture économique et sociale qui est majeure. Comment la définir? On pourrait dire que c'est la France des perdants de la mondialisation, la France en déclassement. Là, c'est beaucoup plus large que la question des plus démunis ou des plus pauvres. Ça concerne toute une partie du territoire français, ça traverse différentes sociologies et c'est une fracture qui est socio-géographique. C'est la France périphérique, comme a dit Guilly, le géographe. Et ici se pose une nouvelle question sociale qui est urgente, qui est criante et qui est devant nous. Je me souviens que le député Lassalle avait parcouru la France à la rencontre de cette France périphérique et puis disait j'entends partout 9 personnes sur 10 qui me disent ça va péter et la 10e je ne suis même pas sûr de l'avoir rencontrée. Vous nous parlez ici de la France, mais nous vivons dans un monde global. Oui, exact. Alors là, je pense qu'il y a une fracture géopolitique qui me paraît actuellement assez importante. C'est la question du leadership mondial qui se joue entre les États-Unis d'Amérique qui cherchent à conserver ou renforcer un leadership mondial et d'autres pays qui envisagent un monde multipolaire, sans leadership unique américain. Et beaucoup de conflits qui se déroulent dans le monde aujourd'hui sont en partie liés à cette concurrence sur le leadership mondial. Il y a aussi la fracture écologique qui est importante. Le pape François va publier une encyclique cet été sur ce sujet, qui, à mon avis, sera importante. C'est qu'on dit qu'on arrive à des points de rupture, même la nature arrive à un certain point de rupture et de saturation par rapport au productivisme, au consumérisme, qui épuise les ressources naturelles, qui polluent, etc. Que l'homme ne se fixe plus de limites d'une certaine manière. Donc là, ça pose la question du modèle économique sans limite, mais aussi de mode de vie, de consommation sans limite. Et ces questions, bien sûr, se posent et sont difficiles à résoudre. Comment les catholiques peuvent-ils aborder toutes ces questions très complexes? Certainement pas en faisant la promotion de valeurs privées ou de valeurs de communauté. François-Xavier Bellamy insiste beaucoup là-dessus. Nous ne sommes pas là pour défendre des valeurs ou des convictions privées d'un milieu, d'une religion, etc. Et il insiste sur le côté universel, du sens universel, du bien commun qui est promu par le catholicisme dans sa dimension sociale. Et je crois qu'il a raison. C'est pas une démarche communautariste, c'est une démarche de réflexion qui puisse être partagée avec toute personne à l'aide de la raison. Et c'est pour réfléchir à ces questions que vous avez lancé le MetaLab? Oui, le MetaLab, nous le lançons là au mois de février. C'est vraiment un travail d'étude et de recherche prospective, métapolitique sur toutes ces questions. De travailler à la fois sur les grands fondements qui sous-tendent toutes ces grandes questions, et de travailler aussi à la fois sur la dimension d'action métapolitique, c'est-à-dire d'action de société civile, de revitalisation de la société de l'intérieur. Donc il s'agit de lier la pensée et l'action sur toutes ces grandes questions. Quelles sont les grandes orientations de ce MetaLab ? Alors pour 2015, le MetaLab va commencer à aborder un certain nombre de ces sujets, bon, avec ses moyens, modestement, pour commencer, bien sûr. Mais je pense qu'il est important et urgent qu'il s'attelle à cette tâche assez rapidement. Donc, je vois 3 orientations principales pour le MetaLab. Il y a le mouvement social face à la question sociale. Donc la nouvelle question sociale induite par la mondialisation, et ceux qui sont maltraités d'une certaine manière par la mondialisation,
Vous savez, il y avait eu la question sociale au XIXe siècle, la condition ouvrière. Là, il y a une nouvelle question sociale, la condition périphérique peut-être, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc là, il y a un travail profond d'observation et d'adaptation de notre mouvement social, parce que on ne peut pas être un mouvement social si on n'aborde pas la question sociale au sens large. Et là, il y a une responsabilité, compte tenu de la force que représente le mouvement social, de s'atteler à cette question. J'avais dit, allons vers un nouveau catholicisme social. Mais bon, faut pas que ça reste qu'une formule. Il faut aussi lui donner un contenu, savoir quel contenu donner à tout ça. Quelle action, quel type d'action peuvent surgir d'une réflexion sur la question sociale. Il y a des questions assez larges qui sont celles, bien sûr, du modèle économique et des puissances économiques qui régissent en grande partie ce monde, quand même. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on était grec ? Imaginons que la France soit devant un choix qui est d'obéir d'une certaine manière docilement à la Troïka, c'est-à-dire aux institutions financières, Banque Centrale Européenne, FMI, Commission Européenne, comme ça a été demandé à la Grèce, mais on a bien vu que le peuple grec n'en veut plus. Donc, comment on appréhende cette question, nous, ici en France? Il faut déjà réfléchir à cela, parce que nos finances publiques sont quand même dans un état qui est assez délabré. Notre État-providence est en danger de ne plus pouvoir prodiguer tout ce qu'il prodigue aujourd'hui en termes d'allocation. Donc c'est une question réelle. Ensuite, il y a la question quand même des libertés économiques, parce que ce que je dis n'est absolument pas contradictoire avec le fait qu'un pays ait besoin de libertés économiques, de liberté d'entreprendre. Simplement, la liberté doit toujours avoir pour corollaire la responsabilité, donc notamment la responsabilité du bien commun, donc de création d'emplois, etc. Donc il faut promouvoir en même temps les libertés économiques et les responsabilités économiques vis-à-vis du bien commun. On sait toujours que le bien commun est la limite qui est assignée à la liberté. Ensuite, il y a la question des solidarités. Quelle solidarité pour demain dans nos familles, dans nos communes, dans nos entreprises, justement, dans toutes nos communautés naturelles. Il y a un travail de réflexion sur les moyens de cette solidarité, sachant que la solidarité verticale va avoir de plus en plus de difficultés à s'exprimer. La deuxième orientation, identité et culture, il y a un héritage. Nous sommes héritiers. C'était aussi le thème du bouquin de Bellamy. Donc, qu'est-ce que la France? Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'une identité? Qu'est-ce qu'un sens commun? Qu'est-ce que des références communes? Tout cela, il faut le chercher dans un héritage et voir comment cet héritage, aujourd'hui, peut être d'une certaine manière refondé, réhabilité, adapté à notre situation actuelle. Dans cette recherche de sens, l'identité me paraît un élément important qu'on ne peut pas évacuer. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce qui devrait rassembler en France, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce dont nous avons hérité, est aujourd'hui un sujet de division, un sujet de guerre culturelle. Donc c'est à réfléchir. Et il y a la question, bien évidemment, de l'immigration, des politiques migratoires et de ce qu'on appelle intégration ou insertion, assimilation, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais c'est des choses sur lesquelles il faut travailler profondément. La troisième orientation pour 2015, c'est le fait religieux, la laïcité et les libertés éducatives. Et lier les éléments. Il me paraît important de les lier parce que l'offensive d'une laïcité dure, d'une ultra-laïcité telle qu'elle s'est exprimée ces dernières semaines, depuis 10 jours, la reprise en main de l'école à travers le plan de Madame Belkacem de promotion de la laïcité, présente un danger, pas seulement pour la liberté religieuse, mais pour les libertés familiales, scolaires, éducatives. Donc, mais il ne s'agit pas simplement de défendre des libertés essentielles. Les libertés essentielles doivent toujours se défendre, je tendance à dire qu'elles doivent se prendre, les libertés se prennent. Mais il s'agit aussi de les promouvoir.
Parce que une sorte de dérive autoritaire qui ferait venir de l'État, justement, une espèce de solution de ciment commun, laïque, imposé à tous, est le contraire d'une vraie dynamique de revitalisation de l'espace commun. Il faut arriver à démontrer comment les libertés qui pourraient être mises en cause sont précisément le moyen de revitalisation de la société, le moyen de revitalisation de l'école, de la culture, de l'éducation. Guillaume, vous venez nous parler des crises et de la nécessaire réflexion qu'elles impliquent. Alors, quel espoir peut-on avoir pour notre pays ? C'est pas la première fois, Nicole, que la France est confrontée à une grande difficulté. Difficulté multiforme. Donc la France a toujours su rebondir, se ressaisir, démontrer une grande force vitale. Parce que ce qu'elle porte déjà historiquement, son unité très ancienne, c'est le pays qui a la plus ancienne unité politique d'Europe, je crois. Ce qu'elle représente par sa culture, par sa langue, par son tempérament même. Tout cela existe encore en France. La France n'est pas foutue, dévitalisée de partout. Et là où elle est vitale, justement, et là où elle présente une vitalité, je crois que c'est justement dans le peuple profond de la France et dans ses corps intermédiaires, dans sa société civile, comme on dit plutôt ça aujourd'hui, la société civile. Et ici, il y a beaucoup de talent. Ici, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de capacité. Donc moi, je fais confiance à cette capacité de la France de faire ressurgir, de faire surgir ses forces vitales. Et vous savez, j'ai lu dans Valeurs actuelles Marie-Pauline Desvart qui dit « Si nous sommes conscients de la mauvaise santé de notre pays, c'est que nous savons ce que sont la bonne santé et la vie. » Cette notion de vie me paraît très très importante. Donc nous savons ce qu'est la vie. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et je crois que toutes ces dynamiques dont j'ai parlé, locales, sociales, associatives, professionnelles et autres, familiales bien sûr, culturelles, toutes ces dynamiques-là sont appelées à présenter ou à porter une alternative métapolitique à la faillite actuelle de la chose publique. Bien, merci Guillaume pour Merci, cette leçon Nicole. d'espoir.